On reste un moment sur le sujet de la réforme du franc CFA. La BCEAO estime que c'est une étape significative pour la monnaie unique. Avant de continuer, nous accueillons Dominique Alizio, directeur de publication de Chronique de la Semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel et bonsoir à mes deux co-débatteurs. On était sur le sujet de la réforme du franc CFA. Vous partagez l'optimisme de la BCEAO. Bon, c'est pas surprenant cet optimisme, eux ils vivent du CFA. Ah ben dis donc, vous voulez que la BCEAO vous dise quoi? C'est ce qu'elle peut dire. Par contre, bon, si moi j'ai suivi le professeur Noubouko qui est un anti-CFA, mais qui a également salué cette mesure en disant que c'est une étape historique et que c'est déjà bon, sauf qu'il reste quelques éléments pour avoir la souveraineté monétaire, notamment la parité. Il a parlé de l'arrimage à l'euro, qu'il voudrait que l'éco puisse avoir un panier de devises plus élargi, c'est-à-dire que convertible avec le yen, le dollar, l'euro et autres là. Bon, je crois que quelque part, moi je trouve que ce n'est pas rien. Mais seulement ce qui me fait sourire, je dis, lorsque le blanc ou un occidental te donne quelque chose, c'est qu'il a trouvé la solution. Bien sûr. À côté. Sinon, il ne te donnera jamais. Donc, si les Français, tout ce qu'ils disent, bon, ils vont suspendre le compte du trésor, ils vont suspendre quoi? Ils vont suspendre. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé une solution palliative pour obtenir gain de cause, avoir ce qu'ils veulent? Tant mieux. Même moi, ce que je dis toujours, c'est le fait que je suis foncièrement contre lorsqu'on parle de souveraineté monétaire, oui, mais c'est parfois, lorsque vous avez cette souveraineté, vous vivez des situations de fluctuation, de dépréciation ou d'inflation, là, ça devient problématique. Aujourd'hui, et le problème du Libéria avec la grande sociale au Libéria, c'est dû également à la dévaluation de la monnaie locale. Parce que la dévaluation ne suit pas directement l'augmentation des salaires. On peut dévaluer de 20%, 25% ou 10%. Mais le salaire reste là. Et je me rappelle, le même problème s'était posé en Guinée, où en tout temps, suite aux différentes dévaluations qu'il y a eu, les fonctionnaires demandaient une augmentation de, je crois, 200%. Mais les gens m'ont trouvé ça extraordinaire, mais en réalité, c'est que ça devait correspondre aux dévaluations qu'il a eu pour permettre donc aux fonctionnaires, parce que on dévalue, vous gagnez la même chose, ça veut dire que ce que vous gagnez est divisé en deux. Ou le pourcentage de 100 000, mais en fait, vous n'avez que 50 000. Vous n'avez que 50 000. Donc, en fait, c'est ça, moi, mon inquiétude. J'ai toujours dit que oui, à la souveraineté, mais il faut toujours faire attention. Si vous prenez entre-temps le Zimbabwe ou le franc Zimbabwe ne valait rien. C'est devenu des chiffons qu'on a dévalué. Et ça, justement, lorsque les Occidentaux veulent vous nuire, ils passent par là pour vous avoir. Et lorsque vous prenez, par exemple, la R de Congo, en tout temps, vous pouvez acheter un pain, il faut au moins 300 000 francs congolais pour acheter juste un pain. Et il y a une émission que j'ai fait, on disait que pour acheter une radio, il faut un carton de billets de francs congolais. Pour acheter une voiture, il faut un conteneur de billets de congolais. C'est dire vraiment, et parfois, cette souveraineté et cette difficulté qui maintenant, c'est pourquoi moi je souhaite toujours qu'on soit arrimé à l'euro. Qui est une monnaie très forte. Qui est une monnaie très, oui. Est-ce que vous savez que le CFA, oui, le CFA est une devise en fait que les gens ne savent pas. Entre-temps, pourquoi les camions de Dangote envahissaient les pays de l'UEMOA? C'est pour avoir suffisamment de CFA qui constituent des devises pour eux en fait. Donc c'est dire que c'est un peu compliqué. Pour favoriser leurs échanges commerciaux. Justement. Donc je crois que quelque part, bon, parce que ça a un impact direct sur la pauvreté. Parce que vous gagnez 50 000 francs, un bon matin, on vous dit qu'on a dévalué la monnaie à 50% ou à 25%. Mais votre salaire dividende, l'État ne dévalue pas et augmente immédiatement, ce qui n'est pas possible. Et ça, je crois que nous devons un peu jouer, faire attention à ça. Il y a aussi quelque chose qui me vient à l'esprit. Je me rappelle quand la Guinée avait eu son indépendance et qui était accompagnée de sa monnaie. Vous voyez ce qu'elle a subi. C'est des choses aussi, quand vous dites que nous restons garants de votre monnaie, on peut jouer
pour créer des chocs, pour continuer à jouer au gardien. Oui, les chocs là, vous savez, Dominique a dit quelque chose tout à l'heure. Ce que nous, personnes, ce qu'on redoute, on peut redouter tous les jours, mais c'est que c'est les Occidentaux. Mais je dis que il y a aussi aujourd'hui une différence entre les époques. Entre les époques, il y a aussi, il faut voir l'étape d'évolution dans laquelle nous sommes. C'est des deux côtés. Là-bas aussi, ils évoluent. Non, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Mais à l'étape actuelle des choses, c'est vrai quand même que les Occidentaux, surtout la France, peut créer des chocs pour essayer de fragiliser, même, puisque les échanges commerciaux dont on parlait tout à l'heure, nous, par rapport aux pays occidentaux, on voit quand on pèse la balance, nous sommes toujours vraiment, nous sommes toujours très bas. Nous sommes inexistants. Nous sommes toujours très bas. Mais je pense quand même qu'il y a aujourd'hui la nécessité, dans un monde, dans des échanges aussi mondialisés, cette phase de mondialisation, il va falloir quand même que des deux côtés, quel que soit le niveau, le poids économique d'un pays, il y a quand même lieu qu'on regarde l'autre aspect de la balance. C'est très important pour équilibrer les échanges. Samia, vous avez dit quelque chose tout à l'heure que moi j'aimerais quand même qu'on nuance. Vous avez dit est-ce que la France ne pouvait pas continuer à créer des situations de choc pour continuer à diriger. Mais lorsque nous allons seulement nous focaliser sur disons, les avantages liés à cette monnaie-là par rapport à l'euro. Je ne crois pas, n'oubliez pas que la France a beaucoup d'intérêt en matière d'entreprise. Nous prenons pas le Togo, la plus grande entreprise au niveau du Togo est française. Et c'est partout comme ça dans cette zone. Et par rapport à ça, je pense que la France aussi peut être d'accord à ce qu'on puisse avoir des échanges assez... Puisque de cette société-là nourrissent aussi les intérêts de la France. Ouais. Donc cela ne peut pas être seulement au niveau de la monnaie, mais cela aussi peut dépendre aussi des entreprises qui sont aussi des grandes entreprises dans ces espaces CFA-là. Donc il ne faut pas perdre de vue cela. Et qui sont directement liés à l'État français. Mais une chose est sûre, Dominique, ce n'est pas en 2020 qu'on aura l'écho dans les mains. Ils l'ont dit. Je crois qu'ils l'ont dit en 2020. Non, j'ai vu beaucoup d'autres choses. Parce que l'impression, c'est rien. Ça va subir. Les changements vont s'amorcer à partir de 2020, mais je lisais encore quelque chose. Mais il suffit qu'il faut encore quelques années. Non, je pense que le ministre de l'économie béninois l'a dit clairement. Il a dit clairement que c'est vrai que c'est acté, mais arriver réellement à avoir la monnaie. Ils vont se retrouver en juin. Que ce n'est pas la réunion, c'est en juin. Ni de 2020, 2021, ni de 2020. Il dit ça va prendre beaucoup de temps avant d'arriver. En tout cas, moi, je ne sais pas quelle sera la vraiment difficulté majeure parce qu'il suffit d'imprimer les billets et puis ça passe par les banques. Ça vient dans les banques et puis ça vient dans notre main. Est-ce que les gens est-ce que les gens Oh non, pour l'impression, ça doit être toujours en France. Oui, mais je parle de... les gens ne veulent pas. Moi, j'ai encore une émission, on disait qu'en Afrique, il y a le Maroc. Il faut échanger. Le Maroc, l'Afrique du Sud. Maintenant, il faut voir le pays qui va proposer un rapport qualité-prix. En fait, tout est lié, justement. Le Ghana, ici, n'imprime pas Sidis au Ghana. Le Nigeria, c'est maintenant qu'il y a 2 imprimeries qui impriment, mais ce n'est pas suffisant, ils impriment toujours, ils ne complètent pas l'extérieur. Donc, l'impression, en fait, c'est dû aussi, non seulement à la qualité, mais à la fraude. On trouve une imprimerie dans un coin quelque part ici et il imprime un peu pour l'État lui-même, il s'imprime et c'est ça le problème. Donc c'est par rapport aussi à la sécurité parce que lorsqu'on déverse des billets frauduleux sur le marché, ça a un impact aussi sur l'économie. Mais justement, donc je crois que c'est en cela que tout est lié. Lorsqu'on dit pourquoi c'est à Chamalières qu'on imprime, pourquoi on ne peut pas l'imprimer dans une imprimerie dans mon quartier, il faut que les gens... D'abord, il faut avoir le matériel et surtout la fraude, la qualité de sécurité maximum qu'il faut pour éviter des fraudes. Moi, je me dis que sinon, depuis là, le Ghana aurait pu procéder à l'impression des silices. En même temps, qu'est-ce qu'il nous dit qu'ailleurs, à Chamalières ou je ne sais où, quand vous leur dites imprimez-nous 5 milliards, ils ne font pas 10 milliards. Ça dépend aussi, c'est ce qu'ils faisaient depuis. Je crois que les États ou les demandeurs devaient... En réalité, moi je dis que les faux billets, ça sort d'où? Ce n'est pas là-bas forcément, mais ça vient d'autres imprimeries. Oui. Et dans ces imprimeries,
souvent, je crois l'Italie est un pays où on fabrique beaucoup de faux billets, hein, et parce qu'ils en fabriquent aussi de vrais billets, et fabriquent également de faux. Bon, mais je crois qu'au niveau de Chamalières, c'est exclusivement de bonnes. Il y a aussi des gens. Ah non, ça c'est clair, parce que ceux qui travaillent là, ils sont payés par nos CFA. Les employés là-bas, ce n'est pas. Les employés là-bas, ce n'est pas. Un petit nombre. Je m'interroge, parce qu'aujourd'hui, quand je sais, en Europe, il y a quelques mois, vous ne trouverez pas une seule banque qui vous convertit le CFA. Ça c'est la même chose pour l'éco? Oui, d'après ce qu'ils ont dit, je pense que si nous lisons bien dans les lignes, ce serait quand même la même chose. Non, il faut évoluer. Il faut évoluer. Il n'y a aucune banque, même les rangs, la monnaie sud-africaine, tu ne peux pas aller en Europe et puis trouver, je ne sais pas, une banque qui peut te convertir. Toujours dollar. Quand tu parles des rangs sud-africains, c'est un pays. Quand vous prenez une communauté, quand même, sous-régionale, c'est 8 pays réunis. Malheureusement, oui, 8 pays. La monnaie est utile dans les 8 États membres, même en Afrique, oui. Mais en Europe, la personne ne regarde. Oui, mais c'est ce que je dis. Il faut quand même évoluer. Si réellement, il faut que nous ayons notre souveraineté économique. Mais pourquoi tu veux avoir la souveraineté, vouloir le convertir en Europe? Non, parce que nous allons là-bas. Oui, mais quand vous allez là-bas, il faut quand même la convertibilité. On vend nos phosphates ou nos cacao là. Quand on vend nos phosphates et nos cacao, ce n'est pas en CFA que ça se passe, c'est en dollars. Non, et puis ça nous revient en CFA. Oui, ben voilà, c'est on n'a pas droit qu'à ça. Mais tu veux que c'est toutes les incongruités. Vous prenez par exemple la monnaie coréenne, aussi convertir réellement la monnaie coréenne avant même de faire des transactions partout ailleurs. La monnaie coréenne on ne peut pas prendre la monnaie coréenne puis venir en Europe et commencer à bouffer. Nous, ce pays qui est tellement développé. Si je peux voyager avec les CFA et arriver une fois en France, une fois facilement. C'est la même chose, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous convertissez à l'aéroport, vous prenez. Même à l'aéroport, il y a aussi le fond. C'est comme le fait ici avant de partir. C'est comme ça. C'est pas de l'aéroport, c'est pas l'aéroport là-bas, c'est l'aéroport ici. Là où tu es en train de reconnaître que dans le monde, c'est le dollar qui domine partout. Oui, bien sûr, bien sûr. Partout tu vas avec même le Ghana ou le Ghana et sur l'euro et puis bon. Le dollar. D'accord, on va avec le second sujet. Ce n'est pas un sujet économique, c'est plus politique. On parle de la Côte d'Ivoire, le cas Soro, celui qui est sur la sellette de l'opposition politique ivoirienne, a dénoncé mardi des dérives dictatoriales du pouvoir après l'annonce d'un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et la répression qui s'est abattue contre ses partisans. La plateforme Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, je suis toujours étonné de voir dans toute leur plateforme, il y a réconciliation et paix, mais les actes sont toujours contraires. Amené par l'ex-président Henri Konan Bédié s'insurge contre ces dérives dictatoriales répétées du régime RHDP unifié, contraire aux principes élémentaires de la démocratie et de l'état de droit. Adam Adjournou, une réaction. En tout cas, je pense que les bribes liées... On est loin du pays de Oufouette. Très très loin. Et ce qui inquiète d'ailleurs même, ce qui inquiète de Oufouette a basculé dans la guerre. Ce qui inquiète, c'est que on sent un peu les virus de 2010 qui veulent réapparaître. Les vieux démons. Aujourd'hui, lorsque Bédié même qui tient aussi ce discours-là, il faut aussi le prendre avec beaucoup de pincettes parce que nous sommes dans un environnement politique où il a engagé beaucoup de coalitions pour pouvoir donc dérouter un peu Alassane Ouattara lors des élections présidentielles. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est obligé parce qu'il a déjà eu, disons, les accords de principe en ce qui concerne cette coalition-là, aussi bien avec Guillaume Soro et puis les autres, Laurent Gbagbo, etc. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils puissent donc mettre en place cette coalition. Mais au fond, est-ce que réellement ce sont des prétentions réelles parce que lorsque lui-même aussi aura quand même sa part, il va essayer, tout comme Alassane Ouattara l'a fait aussi, de se débarrasser de Guillaume Soro et autres, parce que Guillaume Soro, n'oubliez pas, il a un poids, lui, il est craint, compte tenu du fait que lui, il a des soutiens à ce qui concerne toujours l'armée derrière lui. C'est vrai que Alassane Ouattara a bien voulu, pendant infecter Alassane Ouattara a réellement eu, parce que c'est lui que ces forces-là ont profité. Parce que après cette éviction-là, il a quand même rencontré ceux qui étaient toujours pro et Soro, pour quand même les dissuader sur... ça va pas être facile. Oui, bon, mais je pense que... Et ça, je pense qu'il faudrait quand même que la CEDEAO, comme
il a toujours tendance d'avoir tous ces alertes précoces là d'intervenir. Je pense qu'il est temps que la CEDEAO puisse quand même infecter ce pays-là et pouvoir réellement réconcilier. Parce que ce que les dérives qu'on constate au niveau d'Alassane Ouattara tiennent compte du fait que c'est vrai qu'il a dit qu'il ne serait pas là, mais même si c'est son dauphin qu'il aime positionner, que le dauphin est la voie balisée pour quand même passer. Dominique, Guillaume Soro a déjà montré son dauphin. Dominique Guillaume Soro, lui, l'a compris depuis plusieurs mois déjà qu'il n'est plus dans le calcul de Ouattara. En tout cas pour 2020, il a voulu prendre son destin en main, mais beaucoup d'embûches sur le chemin. Oui, c'est ce que nous constatons parce que Ouattara considère que Guillaume Soro, c'est son fils, c'est son poulain. Guillaume Soro considère que c'est grâce à lui que Ouattara est devenu président. Il a dit que si lui n'avait pas pris la tête des FRSI pour lutter, combattre, aller sur le front, lui, Ouattara ne sera jamais président. C'est la seule déstabilisation. Aujourd'hui, malheureusement, les deux, ça ne va pas. Et pourquoi ça? Moi, je dis que si Ouattara avait respecté l'appel l'accord de Daokro, je suis sûr que Guillaume Soro restera dans son coin en attendant que ça tourne, ça aille au niveau du PDCI avant de revenir au RDR et quelque part lui aussi se positionne. Maintenant, c'est que dans tout ça, là, Ouattara jouait pour lui seul. Les gens ne savaient pas. Il a dribblé tout le monde. Il a fait croire aux gens que, ouais, lui, il est un bon démocrate. Il a fait 2 mandats au FMI. Il a fait 2. Gbagbo l'a dit sur les réseaux sociaux, qui dit, je vous dis que Ouattara, c'est un menteur. Seulement que Ouattara aussi avait dit que lui, Gbagbo, c'est un boulanger. Donc finalement, entre menteur et boulanger, qui est pire que l'autre, on n'en sait rien. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la crainte est de voir ce pays basculer encore dans la violence parce que Ouattara vraiment a mis le paquet pour reconstruire le pays en matière d'infrastructure. Et ça, aujourd'hui, Abidjan a changé un peu de visage. Mais il devait plutôt jouer à ce que vraiment ce pays reste dans la dynamique de paix durable et non dans des velléités éventuelles, parce que son enfant celui qu'il a enfanté, qui est Guillaume Soro, c'est lui qui lui a donné les moyens d'acheter des armes pour combattre Gbagbo. Aujourd'hui, si lui se retrouve poussé dans son dernier retranchement, qu'est-ce qui peut arriver? Alors moi je dis, soit Guillaume Soro aussi, il est très jeune, qu'il joue sur le temps et espérer que, même 1 mandat, 2 mandats de plus, il peut se positionner, que de vouloir combattre Ouattara qui fait preuve de tout bois pour aboutir à sa fin, c'est-à-dire que écraser tout le monde et arriver. Parce qu'aujourd'hui, le plus dangereux pour Ouattara serait Guillaume Soro. Parce qu'il est dans son fief, il pioche dans son fief. Or, ce faisant, il fragilise Ouattara et il favorise l'opposition, notamment Bédié, parce que Bédié, il est baoulé avec, je crois, il avait 25% lors des élections de 2010, non? Oui. Donc, quelque part, si lui le fragilise dans le Nord, ça veut dire qu'au final, c'est un opposant qui risque de passer. Et finalement, donc, Ouattara ne veut pas entendre parler de ça. Alors, il faut le combattre, il faut le déstabiliser, il faut le détruire. Mais jusqu'où ça peut aboutir? Ça peut aboutir à quoi? Si ça peut toujours maintenir le pays en paix, il n'y a pas de souci. Mais c'est que lorsque le cynisme et la méchanceté rentrent dedans, il est difficile de contrôler les nerfs des uns et des autres. Et que ça serait vraiment compliqué pour ce pays. Guillaume Soro, mais espérons. Est très loin de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, moi, j'ai d'abord une première observation parce que Guillaume Soro nous a fait pleurer en 2010, a fait pleurer toute l'Afrique en 2010 quand on a montré Laurent Gbagbo en tenue, en cigarette, et tout le monde a pleuré. Laurent, c'est l'œuvre de Guillaume Soro, donc celui qui sème le vent contre la tempête. Donc c'est bien fait. D'abord c'est bien fait. Le karma. Oui, bien sûr, c'est bien fait pour Guillaume Soro. Ça, il faut qu'on reconnaisse, c'est bien fait pour Guillaume Soro. Maintenant, quant à ce qui concerne, il a parlé de l'accord de Daokro que l'Assane Ouattara devait respecter pour sauvegarder l'harmonie de la famille de RHDP. Et il l'a pas fait. Mais je crois quand même que
celui qui est heureux aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo, parce que dans tout ça, il doit être heureux dans tout ça, parce que c'est lui qui gagne dans tout ça. Entre eux maintenant. Oui, ben voilà. On voit une image qui circule, je vous l'avais dit. Bien sûr. Et donc, Ouattara, c'est un menteur. C'était prévisible. Que les plus chanceux d'entre eux seront jetés en prison. Oui. Et d'autres seront confinés à l'exil. Il avait prédit. Donc aujourd'hui, ce que Guillaume Soro a fait, il reconnaît, il est en train de présenter, de demander pardon au peuple souverain de Côte d'Ivoire pour avoir pris les armes le 19 septembre 2002. C'est facile aussi de revenir après. De revenir après, compte tenu de tout ce qu'il a semé. Bon, il faut aussi le faire. Mais aujourd'hui, je crois quand même qu'il a senti. Je crois que Guillaume Soro a senti le danger venir depuis il y a 2 ans. Il y a déjà 2 ans de cela. On est en train de voir. Est-ce que c'est pas lui-même qui a un peu provoqué ça? Il serait resté sagement dans le RHDP, que rien ne serait arrivé. Oui, ça aussi, c'est vrai. Mais est-ce qu'il arrive qu'il s'est senti ne plus être dans le chemin, parce que les services de renseignement d'Alassane Ouattara lui disaient déjà que le jeune homme là, même s'il est resté dans la famille, il va être toujours dangereux. Non, il va être toujours dangereux. Ouattara n'était pas prêt à partir. Il n'a pas pu dire à son fils que je suis encore là. Donc calme-toi. Voilà. Il a joué et maintenant il s'est mis à le combattre. C'est l'intention floue de Ouattara aussi qui fait que l'autre, comment on l'appelle, Guillaume Soro, est en train de dire, mais non seulement Guillaume Soro, mais aussi Bédié. Parce que c'est la même famille, c'était la même alliance. Et donc, comme tel, Alassane Ouattara, maintenant, il est vu comme un dictateur parce que regardez ce qu'ils ont créé, les infractions, ce qu'ils ont créé pour la déstabilisation, et puis tout ce qu'on est en train de lui créer, crimes économiques et tout ça là. Et quand on voit dire le mandat d'arrêt était signé le jour où il était en train de rentrer. L'avion, on a attendu, l'avion décoller. L'avion décoller avant de signer. Avant de décerner le mandat d'arrêt international. Donc c'est pour dire quand même que la situation en Côte d'Ivoire juste au cours d'une conférence de presse où ces militaires étaient venus écouter le message. Or, pour faire cette conférence de presse, ils ont demandé l'autorisation. L'autorisation a été accordée. Mais sans manifestation. Mais on est allé les gazer. Il y a un aspect très important, c'est quand on voit un procureur de la République. Vous voyez ce que les juges font, un procureur de la République gaillardement qui n'arrive même pas à citer les infractions. Il est dans son rôle. Et ça fait mal. Les services de renseignement lui ont donné des informations, mais il fait son travail. Et il fait son travail comme ça. Il le fait comme ça. Non, mais c'est dommage. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Je pense que il y a un aspect dans ce cabal-là que nous n'avons pas relevé, c'est que vous allez constater que ces moments-ci, c'est un moment où la Cour pénale internationale est en train de vouloir mener des enquêtes du côté d'Alassane Ouattara. Ben Soudan avait dit que les enquêtes sont comédienne, elle a toujours dit ça. On est déjà dans le cas de Ouattara. Maintenant, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire aujourd'hui, ce sont ces indésirables là d'Alassane Ouattara, notamment les Guillaume Soro, qu'on veut pousser à la CPI. Ça, c'est clair. Au-delà de tout, plus aucun Ivoirien n'ira à la CPI. Non, mais c'est vrai que le même avait dit, je n'ai jamais rencontré Ocampo, on l'a vu, il a rencontré. Avec les. C'est le même aussi qui à la barre. Il y en a. Mais au même moment qu'il a autorisé la CPI à venir mener ces enquêtes-là, d'ailleurs, même où il a écrit des choses, d'ailleurs, il a même évoqué le fait que le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire constituera donc un obstacle à la paix, à la réconciliation. Donc, il a dit, mais à partir du moment où aujourd'hui cette histoire de Soro s'est révélée, moi, je dis forcément que ce sont les indésirables de son camp, notamment Soro et ses amis qu'on va donc remettre à la CPI. Les shérifs. Ouattara n'est même malade actuellement. Vous pensez que Soro a été surpris de ce qui lui arrive? Non, son retour n'était pas aussi possible. Parce qu'il était déjà combattu en interne avant qu'il ne démissionne, ne quitte le Parlement puisqu'il était le président de... Et il a fait 6 mois, il m'a fait 6 mois à l'extérieur. Si vous prenez le fait que même qui était clamé, fort. Il devait venir, il y a eu des reports sur reports. Et donc c'est dire
Il sentait le feu venir, mais lui, il était décidé il voulait aussi provoquer. Enfin, il était dans la ligne de provocation. Le 23, là. Il pouvait atterrir. C'est lui-même qui a décidé de rebrousser chemin. Oui, mais parce que puisque le mandat d'arrêt aussi l'attendait à l'aéroport. Il pouvait atterrir et se faire cueillir. La vie, c'est un choix. Je pense que c'est facile. Est-ce qu'il peut aller où? Tu sais là où il va arrêter. Quelqu'un qui envoie des gens en prison et tout. Maintenant, on vous dit mandat d'arrêt et puis vous dites l'avion de retourner. Tu penses que c'est bon? C'est facile. Tu as envoyé des gens en prison, toi-même tu vas en prison. Guillaume Soro, chef de guerre qu'il est, tu l'as cueilli. Et qui fouille un mandat d'arrêt. Il aurait pu atterrir et puis être cueilli et puis rentrer en prison. N'oubliez pas que c'est un grand homme politique aussi. Donc il y a ces calculs politiques. Des gens ont quitté la prison pour la résidence. Oui, et des gens ont quitté la présidence pour la prison également. Le revers aussi, le retour aussi. C'est pas la même histoire. Donc il n'y a pas. Moi je crois que quoi qu'on dise aujourd'hui, Ouattara vraiment doit jouer à l'apaisement et à la paix. Guillaume Soro, s'il veut, moi je dis, pourquoi ne pas faire confiance à la démocratie? Donner libre choix au peuple de décider. Et ça, il le faut. Bon, pourquoi il va vouloir le persécuter, le martyriser? Les gens aujourd'hui vont dire, ah, voilà ce qu'il fait à Guillaume Soro. Et demain, les gens diront c'est comme ça il est. Les gens vont trouver en lui un homme très mauvais parce que Guillaume, tout le monde sait le rôle qu'a joué Guillaume Soro. Pour lui exclusivement. Pour lui, sa présidente. Juste 10 secondes. Et si tout ceci n'était qu'un coup monté pour augmenter les cotes de Soro? Ça m'étonnerait. En tout cas, ça m'étonnerait. Avec la Ouattara, pas jusqu'à ce point. Parce que c'est poussé, hein. C'est encore aller loin. Hein. Ça, je ne pense pas la pause, c'est la grande pause que ça soit une mise en scène. Dans une dizaine de minutes.